Bonjour à toutes et tous. Il est 13 heures. On va pouvoir commencer. Merci à vous tous qui nous avez rejoints et qui continuez d'ailleurs à nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous et donc merci d'être présents aujourd'hui pour cette troisième édition de Chemin de traverse, le webinaire qui explore avec et pour vous des pistes vers l'emploi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je passe la parole à Vincent Godbout, délégué général de Solidarité Nouvelle face au chômage. Bonjour à tout le monde. Bienvenue pour cette troisième édition du webinaire Chemin de traverse qui vous est proposé donc par SNC, Solidarité Nouvelle face au chômage, dans le cadre de notre programme qui s'appelle 100 000 rencontres solidaires. Si certains d'entre vous ne connaissent pas encore SNC, nous sommes une association, nous avons un peu plus de 36 ans aujourd'hui. Cette association regroupe plus de 2300 bénévoles sur l'ensemble du territoire et nous proposons à toute personne en recherche d'emploi un accompagnement qui est gratuit, inconditionnel et qui dure le temps nécessaire. Cet accompagnement est assuré par des bénévoles qui agissent en binôme et qui apportent une écoute chaleureuse, un soutien et une orientation pour toutes les personnes qui donc sont en recherche d'emploi. Aujourd'hui, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous avons dans notre entourage des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui désespèrent de retrouver un emploi. Il est de notre responsabilité d'inviter ces personnes à se faire accompagner, vraiment. Chaque semaine, de l'autre côté, nous avons des employeurs qui nous contactent à Solidarité Nouvelle face au chômage et qui ont des difficultés à pourvoir des offres d'emploi. C'est pourquoi on a décidé de proposer ce webinaire qui favorise leur rencontre. Notre objectif est très simple au travers de ce webinaire. Nous souhaitons simplement mettre un coup de projecteur tous les 2 mois sur des filières qui sont en développement, des métiers qui sont en tension, voire des dispositifs qui sont méconnus. Donc tous les 2 mois, on s'adresse autant à des personnes en recherche d'emploi qu'à des bénévoles, à des personnes qui accompagnent ces chercheurs d'emploi, voire à toute personne qui sont intéressées par ces questions relatives à l'emploi. Après les 2 premières éditions de Chemin de traverse, la première était consacrée à l'intérim, le second au numérique. Aujourd'hui, ce troisième numéro portera sur les métiers en lien avec la rénovation énergétique. Le prochain portera certainement sur les métiers du care, des soins à la personne, et puis il y en aura un suivant qui portera certainement sur les métiers liés au Grand Paris Express. Pour cette édition donc liée à la rénovation énergétique, je voudrais dire un très grand merci pour leur disponibilité. D'abord à Claire Gagnère, qui est la secrétaire générale de Helio, et à Franck Billot, que je connais de longue date. C'est une vraie chance. Voilà, et que je retrouve aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Franck est le fondateur et le directeur du réseau EcoHabitat. Merci d'avoir accepté l'invitation de SNC. Je voudrais aussi te remercier, William Renaud, que je tiens à féliciter au passage pour l'heureux événement familial qu'il vient de vivre. Je le remercie pour assurer l'animation de ce webinaire. Enfin, merci à chacun d'entre vous et aussi à René qui a préparé ce séminaire et avec Jean-François. Je suis certain que ce sera l'occasion de découvrir l'impact qu'a la rénovation énergétique sur les métiers qui se développent, des nouveaux métiers. Et donc, je vous souhaite à tous un bon webinaire. Bonne journée. Merci beaucoup, Vincent. Avant qu'on puisse bien entendu échanger avec nos intervenants, un petit point pour vous dire comment Chemin de traverse se déroule. Dans un premier temps, avec nos invités, donc Claire et Franck, nous allons découvrir le secteur de la rénovation énergétique des bâtiments. On va discuter des métiers qui recrutent, des opportunités d'emploi à très court terme. Et puis, on va évoquer des aspects plus pratiques. Quels sont les acteurs de formation possibles? Quels sont les acteurs qui recrutent? Comment décrocher un entretien, un emploi?
Et à ce propos, bien que votre micro à tous soit coupé, vous êtes déjà plus de 30 à nous avoir rejoints, bien que votre micro soit coupé, on attend vos questions dans le chat et je vois qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà commencé à y échanger. Philippe, René, Didier, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions. Car Chemin de Traverse, c'est vraiment l'occasion de pouvoir poser toutes vos questions vraiment à des intervenants spécialisés sur un sujet. Et donc, nos intervenants, je me tourne maintenant vers eux, sont Claire Gagnère et Franck Billot. On va peut-être commencer par vous, Claire. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots qui vous êtes et ce que vous faites, s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Claire Gagnère, secrétaire générale de Elio. Donc Elio, c'est une entreprise qui a été créée en 2008 sous la marque GeoPLC et qui est spécialisée dans les économies d'énergie. Notre métier, c'est de proposer nos services à tous les consommateurs d'énergie, donc que ce soit dans l'industrie, le tertiaire, les collectivités, les particuliers bien sûr, l'habitat collectif, et ça pour ce qui concerne les bâtiments et tous les biens et les équipements. Donc on parle là de chauffage, d'isolation et d'autres métiers autour de la rénovation énergétique. Elio, c'est une entreprise de 200 salariés, une entreprise jeune, la moyenne d'âge, c'est une trentaine d'années, et qui couvre plusieurs métiers qu'on pourra aussi détailler pendant ce webinaire. C'est du conseil, de l'audit énergétique, de l'audit du financement, pardon, de l'aide au financement. C'est également des métiers d'ingénieurs, des métiers de commerciaux, marketing, communication et conseiller clientèle. Nous avons également créé il y a quelque temps notre propre organisme de formation, la Elio Academy, qui nous permet en fait de donner des formations à nos salariés sur les métiers de la rénovation énergétique et sur les financements, mais également pour accompagner nos partenaires artisans dans justement tous les nouveaux dispositifs, parce qu'il y en a beaucoup, des nouvelles aides, également les aider sur les nouvelles certifications. Donc voilà, donc ce projet qui a vu le jour de Elio Academy nous permet d'assurer des formations auprès de nos partenaires et de nos salariés. Ok, super. Ingénieurs, commerciaux, financement, on commence à voir qu'il y a beaucoup de métiers derrière le terme un petit peu générique de la rénovation énergétique. Franck, je me tourne vers vous maintenant. Vous êtes le fondateur du réseau EcoHabitat. Est-ce qu'à votre tour, vous pouvez nous dire en quelques mots qui vous êtes et ce que vous faites? Bonjour, donc je suis donc Franck Billot, je suis le fondateur de Réseau EcoHabitat, qui est une relativement jeune association comparée à SNC, on a à peine 7 ans, qu'on a démarré sur la région Picardie. En fait, Réseau EcoHabitat, c'est en fait on accompagne des ménages en situation de grande précarité énergétique. Quand on dit on accompagne, c'est d'abord on les identifie grâce à un réseau de bénévoles. On s'est appuyé sur le réseau du Secours catholique, qui souvent est amené à donner des aides financières pour des gens qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Et nous, on dit aux bénévoles, plutôt que de payer la facture d'énergie, on peut aussi les accompagner à aller chercher des dispositifs d'amélioration de l'habitat. Claire a dit qu'il y en avait beaucoup, et c'est vrai. Donc, il s'agit d'aller chercher des ménages qui vivent dans des logements en fait, très dégradés, donc qu'on considère même souvent comme habitat indigne. Et le public auquel on s'adresse, donc ce sont des propriétaires occupants et qui vivent en général avec moins de 10 euros par jour et par personne. Donc c'est pour dire les difficultés financières. Et ce n'est pas parce qu'en fait ils sont propriétaires qu'ils n'ont pas de difficultés. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont propriétaires d'un logement parce qu'ils ont hérité, parce qu'il y a des accidents de la vie qui font qu'ils se retrouvent en grande difficulté financière, sociale, et qui n'imaginent pas que c'est possible de faire en moyenne 48 000 euros de travaux, qui est entre guillemets, le panier moyen de rénovation. Alors, Réseau EcoHabitat, c'est une espèce en fait, de courroie de transmission entre des bénévoles qui identifient des familles. On va chercher les financements publics, privés, groupes de protection sociale, associations caritatives. Donc, on va faire un peu de l'ingénierie financière pour aller chercher les financements, et on va aller chercher des entreprises du bâtiment à qui on va dire on a des clients pour vous, ils sont certes en difficulté financière, mais solvables
au travers des mécanismes financiers qu'on est en capacité d'aller chercher. Donc voilà, on est une espèce un maillon en fait entre des bénévoles, des collectivités financeurs et des artisans pour pouvoir réaliser des travaux. Et donc dans ce cadre-là, on est en train de dupliquer notre modèle à l'échelle de la région Hauts-de-France aujourd'hui. Voilà. Super, merci. Ça nous permet de bien voir qu'il y a vraiment des enjeux donc de rénovation et puis aussi de précarité énergétique et que c'est véritablement un enjeu de société avec de multiples entrées. Donc, Claire et Franck, vous avez tous les deux une expertise importante sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on va parler ensemble des métiers qui sont sollicités. Certains sont nouveaux, on l'a vu. On va également décrire les profils qui sont recherchés. On va également voir un petit peu quelles sont les possibilités de reconversion qui peuvent exister dans le secteur. Et d'ailleurs, si vous qui nous écoutez, vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous les faire parvenir via le chat. Pour commencer, afin de bien situer le débat, est-ce que vous pourriez nous dire la rénovation énergétique des bâtiments, qu'est-ce que c'est? Une fois qu'on a prononcé ces mots-là, qu'on entend parfois beaucoup, quelle réalité il y a derrière? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu, Claire? Oui, alors effectivement, on va parler un peu chiffres pour bien positionner les échanges et le débat. Donc, tout ce qui est bâtiment résidentiel et tertiaire, ça produit aujourd'hui plus de 24% des émissions donc, de CO2 et ça consomme 44% de l'énergie utilisée. Donc, l'objectif, effectivement, c'est de réduire cette consommation moyenne des parcs à la fois immobiliers, logements sociaux, bâtiments privés résidentiels, bâtiments à usage tertiaire. Et bien sûr, donc, on a fixé un objectif à 2050 de rénover l'ensemble du parc immobilier. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que dans le parc résidentiel existant, il y a à peu près 34 millions de logements. Et l'objectif que nous nous sommes fixés pour la France, c'est de rénover 500 000 logements par an. Donc, ça représente, jusqu'en 2050, donc ça représente plus de 20 millions de logements à rénover d'ici 2050. Et Franck on a commencé à en parler et en parlera également, ça représente 4,8 millions de passoires, ce qu'on appelle passoires thermiques ou passoires énergétiques. Donc, il y a également des termes que vous avez entendus et que vous entendez régulièrement qui sont le plan de relance et les milliards qui sont mis sur la table pour la rénovation, pour la transition écologique et notamment la rénovation énergétique. Et donc, sur les 30 milliards que le plan de relance propose sur la transition écologique, il y a 6,7 milliards qui sont consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments. Et donc, ce sont donc toutes ces aides que l'on va aussi détailler qui vont permettre de rénover les bâtiments en France. Je pense que là, j'ai donné les chiffres, les principaux chiffres qui nous permettent de situer la rénovation énergétique et surtout qui vont nous permettre de discuter sur tous les postes et les emplois qui aujourd'hui doivent être soit créés, soit évolués pour nous permettre d'atteindre cet objectif à 2050. Oui, merci beaucoup, Claire. Effectivement, on voit que le chantier est d'importance, sans mauvais jeu de mots. Mais derrière, je pense que du coup, on comprend mieux les enjeux économiques et environnementaux qu'il y a derrière ce terme-là. Au-delà de ça, Franck, il y a un enjeu qui est éminemment social. C'est celui de la précarité énergétique. J'allais dire, c'est ton cœur de métier. Est-ce qu'il est possible d'en dire un petit mot pour qu'on puisse bien situer le débat et les… Oui. Donc, quand on parle de précarité énergétique, c'est vrai que moi, j'aime bien parler de précarité tout court d'abord. Donc, ce sont des gens, donc des ménages, des familles, des personnes âgées, des personnes en âge d'une activité professionnelle qui, en fait, ont soit eu des parcours de vie, des problématiques liées à l'isolement, liées à des ruptures familiales, liées à des problèmes de santé et qui se retrouvent d'abord dans des difficultés financières. Et ces difficultés financières, elles entraînent quoi? Donc, notamment des difficultés à faire face
à leur facture, à leur charge en fait, quotidienne, aux charges courantes, et notamment en fait, à une charge en fait, dont on parle peut-être peu, mais que sont les factures d'énergie. Et le prix de l'énergie n'a jamais cessé d'augmenter depuis au moins une vingtaine d'années. Donc, je n'ai pas de chiffre précis. On pourrait dire que le prix de la facture d'énergie a probablement doublé en fait, d'ici 10 ans. Donc, on se retrouve avec des ménages qui aujourd'hui n'arrivent plus à payer leur facture d'énergie. Et on sait que ne plus payer sa facture, ça a des conséquences sur la santé, des conséquences en fait sur l'isolement, parce qu'on ne reçoit plus personne, on reçoit plus ses amis, on reçoit plus sa famille. Et puis du coup, en fait, problème de santé, isolement fait qu'on a des gens qui perdent leur emploi ou qui ont du mal à retrouver un emploi parce qu'ils ont du mal à se projeter. Et donc, on a en fait énormément de gens qui, à cause, on va dire, d'inconfort dans leur logement, se retrouvent d'autant plus en situation de précarité. Voilà, 4,8 millions de passoires, c'est 12 millions de personnes. 12 millions de personnes, c'est un Français sur 5. Donc, on ne se rend pas compte, mais il y a un Français sur 5 qui dit soit avoir froid l'hiver, soit ne… En fait, et on peut d'ailleurs souffrir de précarité énergétique dans le sud de la France où il fait très chaud, parce que du coup, on a tendance en fait, à climatiser ou avoir des consommations d'énergie plus importantes liées à la question du chaud. On pense souvent au froid, mais on doit se préoccuper en fait des canicules qui vont devenir, à mon avis, fréquentes, et donc qui n'arrivent plus à payer leurs factures et se retrouvent dans le dénuement le plus important. Très bien, merci. Je pense que voilà, on voit que les implications sont vraiment nombreuses, et je pense que du coup, voilà, on saisit mieux grâce à vous deux les différents aspects de cette question de la rénovation énergétique. Quand vous avez tous les deux, on l'a dit, une expertise importante sur le sujet, quand on a commencé à préparer tous ensemble ce webinaire, moi j'ai été impressionné par les différents types de métiers qui devaient intervenir tout au long d'un chantier. Quand on a une question voilà, de rénovation énergétique, par où ça commence, Claire? Quelle est la première étape? Oui, alors, je vais déjà commencer aussi par des chiffres de nouveau qui sont communiqués par la Fédération française du bâtiment. On estime en fait qu'il y aura jusqu'à plus de 500 000 emplois, 55 000 emplois qui pourraient être créés sur 2 ans grâce justement à la rénovation énergétique et grâce au plan de relance. Donc, c'est un chiffre qui est quand même important. Et effectivement, quand on commence la rénovation énergétique, alors ça aussi avec l'expérience, nous on l'a vécu, et je pense que le réseau Ecohabitat aussi, c'est qu'il y a besoin d'une visite technique. C'est-à-dire que trop longtemps, on a estimé qu'on devait, par exemple, je vais changer ma chaudière parce que soit elle est vieille ou parce qu'il y a une aide en ce moment, donc je vais changer ma chaudière. Mais finalement, ma maison, elle est mal isolée. Mes fenêtres, c'est des très, très vieilles fenêtres. Donc finalement, ce n'est pas ma maison que je vais chauffer, mais c'est la rue. Donc, il y a besoin de cette visite technique d'un expert qui va pouvoir auditer l'habitat. Donc, c'est pour l'habitat pour le particulier, mais c'est valable effectivement, c'est plutôt connu aujourd'hui dans le tertiaire ou dans la partie industrielle, mais dans les collectivités. Et c'est de venir chez le particulier et de pouvoir le conseiller sur les bons travaux, par quoi commencer avant de se lancer dans un projet de rénovation énergétique. Donc là, c'est des métiers qu'on appelle des métiers de conseiller énergie. Et donc, ça, c'est effectivement assez nouveau. Et donc, nous commençons effectivement à faire appel à ce type de personnes, de formation pour démarrer. Donc, c'est conseiller en énergie pour les particuliers, conseiller et diagnosticien et ingénieurs commerciaux ou de bureaux d'études qui, là, vont faire une visite technique plus poussée pour préconiser les meilleurs travaux dans le cadre de rénovation énergétique. Donc, je crois qu'il y a d'autres également métiers que Franck, tu vas citer ici autour des métiers du bâtiment. Je te laisse nous expliquer quels autres métiers. Oui, parce qu'une fois en fait qu'on a identifié en fait des ménages, et je dis souvent en fait que conseiller et donner des bons conseils et donner des bonnes informations, c'est hyper important, mais c'est pas forcément ça qui va permettre à des personnes d'enclencher en fait un programme de travaux. Donc forcément, pour faire des travaux, on a besoin de bons conseils pour bien s'y prendre.
Mais derrière, en fait, on a besoin de quoi pour rénover en fait une passoire énergétique? Ben, on a besoin de couvreurs. Voilà, parce que la première chose, c'est d'isoler, enfin, d'assurer l'étanchéité d'une maison. Donc la couverture, d'isoler ses combles, d'isoler les murs, les planchers. Derrière une passoire, on peut avoir des problèmes du coup de plaquistes. Hein, on isole, mais du coup, il faut recouvrir, enfin plaquer. Plaqué. On a besoin de chauffagistes parce qu'il faut changer le système de chauffage avec des systèmes beaucoup plus performants, moins consommateurs. Entre guillemets, changer les chaudières à fioul aujourd'hui par des poêles à granulés ou des chauffages électriques. Enfin bref, chauffagiste, plombier, poseur de menuiserie, forcément. Qui dit installation en fait, d'un système de chauffage, d'une ventilation mécanique contrôlée, notamment pour la qualité de l'air. On oublie souvent la qualité de l'air, c'est hyper important quand on étanchéifie sa maison. On a besoin de faire apporter de l'air. Donc, qui dit VMC dit aussi électricien. Donc, souvent, on touche à du coup, la mise en conformité d'une installation électrique. Et puis, encore, le summum serait de pouvoir faire son isolation thermique par l'extérieur. On a besoin du coup de façadiers, de gens qui font tous ces… voilà. Donc, tous les corps du bâtiment, en fait, sont concernés par les passoires énergétiques. Oui, et c'est vrai qu'également, on a besoin, et on le voit, on a parlé de visites techniques, mais on a aussi besoin de gens qui coordonnent en fait tous ces travaux pour que le particulier ne se retrouve pas avec différents corps de métier à gérer et devienne un peu un chef de chantier. On sait que c'est toujours difficile de commencer des travaux, de démarrer des travaux et surtout de pouvoir coordonner donc à la fois l'entreprise qui va faire l'isolation, le chauffagiste, on parlait de menuiserie, et donc de plus en plus d'entreprises de bâtiments font créer des postes en fait de chefs d'équipe qui vont gérer et coordonner ces travaux chez le particulier. Ou alors recherche également des ouvriers très spécialisés, notamment on parlait d'isolation thermique, dans l'isolation thermique. Ouais. Donc ça, ce sont les métiers qu'on voit arriver de plus en plus. Alors en effet, en plus, avant d'arriver aux travaux, on entend parler souvent du labyrinthe des aides administratives. Parce que, j'allais dire, tous les 4 matins, on ne peut pas dire tous les 6 mois, il y a des dispositifs qui naissent, il y a des dispositifs qui disparaissent. On ne va pas se plaindre. Il y a un peu d'argent en France, des dispositifs, ce n'est pas ce qui manque. La difficulté, c'est de s'y retrouver. Et pour s'y retrouver, de fait, il y a quand même une vraie jungle de dispositifs. Aujourd'hui, on ne peut pas, en fait, on peut pas faire abstraction je pense, d'un métier qui est en train de naître autour de l'accompagnement social et financier. C'est-à-dire que pour arriver à faire en moyenne 50 000 euros de travaux, ça veut dire qu'il faut aller chercher quasiment 90-95% de montant de financement pour des gens qui ont très, très, très peu de ressources. Et donc, aller chercher 45 000 euros de subventions, c'est possible, on y arrive. Mais ça veut dire en fait qu'il faut user de stratégies pour regarder le budget de la famille, regarder si on peut faire appel à un microcrédit, un crédit, les aides de l'ANA, du département, de la région, des groupes de protection sociale, parce qu'en fonction de là où on a travaillé, les caisses de retraite, elles peuvent compléter certaines aides, des CAF, parfois des mutuelles, des associations caritatives, où on peut aussi compléter des dispositifs. Donc, il y a un vrai rôle d'accompagnement parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent non, mais 47 000 euros de travaux, 48 000, j'y arriverai jamais. Et avec toute cette jungle en fait, d'entreprises que je dois rencontrer, si je ne suis pas accompagné dans la confiance pour m'y retrouver dans les entreprises et les financements, eh bien, j'aurais bien du mal à convaincre mon banquier pour pouvoir lui expliquer que je vais bénéficier de 50 000 euros de travaux. Donc, cette question de l'accompagnement de bout en bout est super importante. Tout à fait, ouais. Et pas pour terminer, parce qu'on va continuer à en parler, mais il y a également effectivement des métiers qui se créent aussi auprès des collectivités. Les collectivités aujourd'hui peuvent bénéficier d'aides et de primes pour la rénovation de leurs bâtiments. Nous avons des équipes effectivement qui s'adressent aux collectivités, donc qui expliquent aux élus, qui forment aussi les équipes techniques, les équipes qui travaillent donc dans les mairies, à tous ces différents travaux de rénovation énergétique, à toutes les aides auxquelles ils peuvent bénéficier. Et donc, il y a aussi un travail finalement à la fois commercial,
technico-commerciaux auprès des collectivités et également de performance et de suivi de performance énergétique. Super, merci beaucoup. Je pense qu'on commence voilà, à mieux voir encore une fois la variété des métiers qu'il y a. Il y a pas mal de questions qui nous arrivent dans le chat. Il y en a certaines dont je peux d'ores et déjà dire qu'on a prévu d'y répondre, donc je les prends pas tout de suite. En revanche, en préparant ce webinaire, vous avez tous les deux spontanément évoqué donc, voilà, des métiers qui sont en plein développement, même des métiers qui sont en train de se créer. Et notamment sur les questions de la formation à ces sujets-là, ou même sur les métiers de l'éco liés à l'éco-habitat. Franck, par exemple, on se disait qu'il y avait vraisemblablement demain des personnes qui allaient devoir être formées à former sur les métiers de l'accompagnement, par exemple, qui n'est pas expressément un métier du bâtiment pourtant. Oui, ben, de fait, la question de l'accompagnement, on peut avoir en fait été une assistante sociale et du coup se former au dispositif d'amélioration de l'habitat pour pouvoir demain orienter, diriger, conseiller des personnes en situation de vulnérabilité pour pouvoir accéder au dispositif d'amélioration de l'habitat. Donc cette question de l'accompagnement enfin est importante, de la formation. Donc moi, je suis aussi un élu local, je vois bien que la question de la sensibilisation, la formation des élus sur la question de la réduction en fait, de l'énergie pour leurs concitoyens, pour les centres communaux d'action sociale, même pour les départements, hein, pour des travailleurs sociaux dans les départements, le fait de se dire on peut faire des économies d'énergie à des gens en difficulté, il y a vraiment un travail je vais dire presque de prise de conscience, pour pas dire de conscientisation sur le fait que on peut faire des travaux de rénovation énergétique et que c'est bon pour la planète et que c'est bon pour le climat. La formation des entreprises, en effet, sur la question il y a des nouveaux matériaux, je ne dis pas qui s'inventent, en fait, qui arrivent sur le marché tous les ans, mais presque. On parle beaucoup des matériaux biosourcés. Aujourd'hui, familiariser des artisans avec de la fibre de bois, de la ouate de cellulose, du pharmacèle, qui sont des matériaux qui vont avoir un impact sur l'environnement et la qualité de l'air pour les habitats. C'est des petites choses, donc c'est des petits pas en fait, des petites choses qu'on peut apprendre ou faire découvrir à des gens qui ont une vraie technicité et qu'on peut déplacer en fait sur des techniques nouvelles ou sur des marchés en fait qui sont nouveaux. Aller expliquer à un artisan que des pauvres peuvent devenir solvables pour faire des travaux de rénovation énergétique, bah, parfois il faut se lever de bonne heure pour rentrer dans ce concept de se dire que la précarité énergétique est un véritable marché pour l'amélioration de l'habitat. C'est un marché parce que les moyens financiers sont là aujourd'hui et que malheureusement, on n'a jamais eu autant de gens en difficulté à aider pour faire des travaux de rénovation énergétique. Ok. Et au-delà de la formation, on parlait des questions de l'éco-habitat avec vous, Claire. Ces nouveaux métiers de l'éco-habitat, quels sont-ils? Quels vont-ils être? C'est presque une question prospective. Oui, alors, je vois dans les questions que nous posent ceux qui assistent au webinaire, il y a beaucoup de questions aussi sur des métiers. On a parlé de métiers qui évoluent, donc c'est des gens qui sont déjà dans les métiers de la rénovation énergétique ou du bâtiment. Mais il y a également là, beaucoup de place pour des jeunes qui n'ont pas aujourd'hui, ne sont pas formés à ces métiers-là. Il y a notamment, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne beaucoup les jeunes à travailler dans des entreprises justement de bâtiments et le type de formation qu'ils peuvent faire avec ces artisans, c'est notamment tout ce qui est pose de chauffage, notamment avec pose de chauffage à énergie renouvelable. Donc ça, c'est assez nouveau. Je crois, Franck en a parlé aussi tout à l'heure. Il y a également l'isolation, la pose d'isolation avec des matériaux biosourcés. Donc ça également, c'est nouveau. Il y a tout ce qui est diagnostic et audit énergétique, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Conducteur de travaux, donc là, c'est des profils à bac plus 2. Il y a également, on parlait tout à l'heure d'accompagnement, mais il y a des compétences financières, administratives pour monter les dossiers, pour pouvoir avoir toutes les aides qui permettent de financer les travaux de rénovation énergétique. Également du marketing ou de la communication, parce que c'est vrai que lorsque l'entreprise ou une entreprise comme la nôtre communique vis-à-vis des particuliers, il
ou vis-à-vis des artisans, il y a effectivement une communication à avoir. Il y a une communication aussi pour attirer les jeunes ou les personnes en reconversion professionnelle à venir vers les métiers de la rénovation énergétique. Et ça, effectivement, il y a aussi un travail de notre part de revaloriser ces métiers et de donner envie et d'attirer et de montrer on le voit à travers ce webinaire, mais plus largement, qu'il y a de l'emploi dans tous ces secteurs autour de la rénovation énergétique. Donc, ce sont des métiers voilà, qui sont en pleine évolution et qui concernent à la fois des jeunes comme de la reconversion professionnelle. Ouais, effectivement, et on se le disait d'ailleurs, c'est d'ailleurs des métiers qui sont en pénurie. Et aujourd'hui, il y a un vrai problème de recrutement. On parlait de 55 000 emplois en 2 ans. Vous, dans votre pratique, par exemple, Franck, comment se manifeste cette pénurie de main-d'œuvre et qu'est-ce qui est mis en œuvre pour y remédier? Et on nous pose la question qui est peut-être un petit peu, c'est Didier qui nous pose la question, elle est peut-être un petit peu spécifique, mais en demandant quelles sont les quantités d'embauche actuelles par catégorie de métiers. Elle est piège, mais je la pose quand même puisqu'elle nous a été posée. Ouais, sur comment se manifeste la pénurie, je prends un exemple très, très concret. Hier, on a une entreprise qui nous apprend qu'elle ne s'est pas vue renouveler son RGE, reconnu garant de l'environnement, fameux label où ça a besoin de qualification, de démarches administratives pour obtenir un agrément, pour dire qu'il y a tout ce qu'il y a à faire. Cette entreprise n'a pas son RGE, on doit chercher en vitesse une autre entreprise pour pouvoir démarrer des travaux le plus rapidement possible pour une famille qui est en situation de grande précarité. On appelle une entreprise, elle nous dit, mais en fait, dans 6 mois, je pourrais éventuellement faire une intervention. Donc, 6 mois, parce que ça veut dire qu'il y a des carnets de commandes qui sont. Et ce qui est vrai, en fait, aujourd'hui, pour la couverture, est vrai pour les menuiseries, pour les plombiers chauffagistes, pour les électriciens. Ce sont des gens qui ont des carnets de commandes, qui ont quand même du mal, en fait, à recruter parce que parfois encore les métiers du bâtiment font peur. On se dit c'est beaucoup de travail et peu de rémunération. Moi, je connais quelques électriciens en fait et chauffagistes qui gagnent très très bien leur vie, à mon avis mieux que mon médecin traitant de famille. Bref, ça veut dire que quand même, il y a des clichés qui peuvent avoir sur ces métiers qui aujourd'hui en fait contribuent quand même à améliorer la planète et sont demandeurs en fait de main d'œuvre, c'est certain. Alors le nombre de manques, là, j'avoue que je ne saurais pas dire. Non plus. Ouais, je pense que c'est compliqué d'avoir ces chiffres-là, mais encore une fois, la question m'était posée, donc je devais la remonter. Peut-être Claire, si on peut redire un mot sur cette question d'image. Et en revanche, si on n'a pas de chiffres, on a des besoins régionaux qui sont peut-être mieux identifiés, on se le disait. Oui. Franck parlait de carnets de commandes qui sont pleins, et c'est vrai que nous, une de nos missions, c'est de mettre en relation le particulier avec l'entreprise et l'artisan qui est justement qualifié et qui pourra faire les travaux et que nous, on va suivre jusqu'au bout. Alors, sur Paris, région parisienne, on arrive à gérer, mais il y a des régions, Grand Est, Hauts-de-France aussi, où il y a des personnes qui peuvent attendre plusieurs mois, effectivement, avant qu'on trouve l'entreprise de bâtiment qui sera disponible pour faire les travaux et commencer le chantier. Donc, on sent bien qu'il y a une tension dans certaines régions. Donc, on voit que dans ces régions-là, il y a la possibilité de créer beaucoup plus d'emplois, enfin que l'emploi est là, mais on n'a pas la main-d'œuvre, on n'a pas les personnes qui sont ou qualifiées ou en cours de qualification pour rejoindre ces entreprises et pouvoir répondre à une demande qui est existante. Nous, on a aujourd'hui souvent aussi des chantiers ou des demandes de particuliers. On leur propose une entreprise qui est prête à venir, puis finalement l'entreprise dit ah non, mais je ne veux pas pouvoir parce que j'ai encore d'autres chantiers à faire, et on cherche comme ça dans notre panel d'entreprises une entreprise qui pourra répondre à la demande. Donc on voit qu'il peut y avoir en fait que la rénovation énergétique peut être source aussi d'emplois locaux. Il n'y a pas que Paris et région parisienne, il y a vraiment dans les régions un besoin fort de main-d'œuvre, d'ouvriers qualifiés, d'ingénieurs, de diagnosticiens pour répondre à la demande en région.
Ouais, exactement. On se parlait notamment des régions Hauts-de-France et Grand Est qui sont Oui, particulièrement en oui. tension. Et pourtant, sur des métiers qui, vous me le disiez quand on préparait ce webinaire, des métiers qui payent 3 000 à 4 000 euros Ben, voilà, par c'est mois. comme Donc, disait c'est Franck, loin hein, d'être anodin. c'est pas des métiers. L'image, en fait, elle est pas bonne. Il y a l'éducation, effectivement, beaucoup de parents qui disent non, mais tu vas pas devenir chauffagiste, plombier, etc. Donc il y a une mauvaise image des métiers du bâtiment, de la filière professionnelle. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle il faut vraiment qu'on arrive à modifier, à changer. Et puis, il y a aussi le fait que ce sont des métiers, on se dit, ouais, il faut se lever tôt, c'est pas glamour. Enfin voilà, donc il y a toute cette revalorisation de ces métiers-là. Mais une fois, nous, on a des entreprises partenaires qui nous disent, nous, on embarque le jeune ou la personne qui est en reconversion professionnelle, on l'embarque avec nous, on la forme, on l'accompagne. Et puis, effectivement, c'est des personnes qui, au bout de quelques années d'expérience, ont des salaires qui sont qu'honorables, effectivement. Et il y a du Ouais, travail tout le temps. ouais, Et des professions qui et ça évoluent. se délocalise pas. Et ça se Ça délocalise pas ne se par-dessus le délocalise marché. pas. Voilà. Des professions qui évoluent, des métiers qui évoluent. Donc, c'est vraiment des professions qui doivent aujourd'hui être revalorisées. Ouais, je comprends bien. On a beaucoup de questions d'ailleurs sur la question de la formation. On avait évoqué rapidement les différentes filières. Et au-delà de ça, au-delà des différentes filières, donc vous allez peut-être pouvoir nous dire un mot clair, quelles sont les compétences transférables d'un secteur à celui dont on est en train de parler, par exemple. Bah, dans les filières, bah, il y a les filières classiques de CAP ou d'IUT. Et ensuite, après, plus on monte dans les études, il y a des masters aujourd'hui en chargé rénovation énergétique. Il y a nous, par exemple, on a un bureau d'études intégré et on recherche des jeunes pour faire de l'audit énergétique. Alors, on recherche à la fois des jeunes qui ont bac+2, sans expérience, puisqu'en fait, nous, on va les former et les accompagner dans ce métier-là. Donc, il y a des métiers voilà, d'auditeurs thermiques, d'auditeurs énergétiques qui peuvent être en bac+2 ou plus, bien sûr. Donc, il y a les filières classiques, il y a les filières CAP. Et ensuite, il y a parfois aussi simplement le fait de… nous, dans notre entreprise, on prend aussi beaucoup de jeunes, pas forcément avec des diplômes, mais qui sont par exemple bons en communication téléphonique, parce que j'ai vu dans les questions quelqu'un qui disait on est harcelé par téléphone par des gens qui nous vendent des travaux de rénovation, etc. Nous, on a une équipe de jeunes qui sont ce qu'on appelle des conseillers clientèle et qui accompagnent et qui rassurent. Et là, on n'a pas besoin de formation, on a besoin de jeunes ou moins jeunes, qui aiment le contact, qui aiment parler et qui aiment aussi accompagner sur un projet de rénovation énergétique en particulier. Donc voilà, donc il y a plein de métiers où on peut démarrer finalement sans formation particulière. D'accord. Et à l'inverse, Franck, on l'évoquait également en préparant ce webinaire, il y a beaucoup de continuité entre des métiers peut-être plus classiques, ou en tout cas en dehors du secteur, et ces métiers de la rénovation énergétique, sur l'accompagnement, sur la conduite de travaux. Et il se trouve que tu as 2 expériences au sein de ton asso. Oui, en fait, quand on a créé l'association, on nous a dit qu'on avait inventé un nouveau métier, ce qui n'est pas tout à fait vrai. On a dévié des métiers, mais on n'a pas vraiment créé un nouveau métier. On a par exemple une personne qui était assistante sociale et qui devient aujourd'hui, alors qui utilise toujours sa compétence d'assistante sociale pour accompagner les gens dans la recherche de financement, etc. Donc, elle fait de l'accompagnement social autour de la recherche de financement et l'accompagnement social pour aider les gens à aller jusqu'au bout de leur programme de travaux. Donc, on voit qu'il y a des petits pas de côté qu'on peut allier social et en même temps, du coup, rénovation énergétique au sens un peu technique. On a par exemple embauché en fait un conducteur de travaux qui était diplômé en fait en service maintenance, qui était dans le BTP et qui aujourd'hui est l'encadrant technique sur des programmations et le suivi de travaux de gens qu'on accompagne. Donc,
parce que il a toute son expérience technique et voilà, il est plutôt sur du coup aujourd'hui de l'accompagnement individuel de petits chantiers, mais fortement honorables au niveau, en fait, on va dire au niveau social. On a par exemple en fait un responsable qui est plutôt lié à l'essaimage et au développement de l'association, qui était dans le digital et commercial en fait aussi dans le BTP. Donc et qui s'est intéressé en fait à la question du social, de la rénovation, enfin de l'environnement et du social, et qui s'est dit qu'il pouvait concilier économique, activité économique, sociale et environnementale. Donc en fait, on a des métiers qui donnent du sens aujourd'hui à des gens à partir d'une compétence qu'ils avaient. Et il faut pas grand-chose, il faut un petit pas de côté, j'ai envie de dire, un petit peu plus d'acquis, de connaissances pour parler réellement du coup de nouveaux métiers dans la rénovation énergétique, où il n'y a vraiment rien de nouveau, mais une connaissance en fait supplémentaire qui s'acquiert. Ok. Et je vois qu'on a aussi beaucoup de questions. Par exemple, il y a Florent qui nous demande les formations pertinentes, Bac plus 4-5 pour une reconversion pro, quel type de formation continue. Et de façon plus immédiate encore, Franck, quelles sont les ressources pour décrocher un emploi dans le secteur là maintenant? On termine le webinaire, où est-ce que je vais? En fait, il faut du coup regarder du côté de tout ce qui dit habitat et travaux ou social. Donc, il y a en fait un monde qui est autour plutôt on va dire des associations autour du logement social et amélioration de l'habitat. Donc, je peux citer par exemple le réseau Rappel, le réseau Claire, la Fédération des associations pour l'insertion par le logement. Donc, tout ce qui gravite autour du logement social, réseau d'associations de la transition énergétique. Donc, après, il y a plutôt des structures autour des collectivités locales. Donc, il y a autour de l'ADEME, du CEREMA, des établissements publics intercommunaux, des régions, des départements qui font évoluer en fait des dispositifs autour de l'environnement, du développement durable. Donc, il faut regarder un peu parfois derrière les mots ce qui se cache derrière développement durable, transition énergétique, habitat. Donc, et puis après, il y a des structures, on va dire, plus classiques autour des fédérations du bâtiment, comme la CAPEB, la FFB ou la Fédération des SCOP. Donc, tout en regardant aussi autour des gros organismes, on va dire, de logements sociaux, bailleurs sociaux, où on voit apparaître aussi des évolutions autour des métiers du conseil, de l'information ou de l'accompagnement aux éco-gestes, économie d'énergie. Donc, vraiment, je pense qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Ce n'est pas qu'une question de gros diplômes, ça va vraiment à tous les niveaux, qu'on soit jeune ou moins jeune. Je pense qu'on recherche des gens plus expérimentés et c'est bien pour du conseil, comme on peut avoir besoin de plus jeunes pour pouvoir initier de nouveaux modèles. Super. Et Claire, est-ce que, on a plein de questions qui sont ultra précises. Une entreprise partenaire qui cherche des diagnostiqueurs. Et j'en profite pour répondre à Mireille. Oui, il y aura un petit résumé de ce webinaire, une vidéo et puis un petit document ex post où on mettra toutes les références. Pardon, Claire, est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Je pourrais les donner les noms des entreprises, parce qu'il n'y en a pas qu'une, qui recherchent différents types de profils aujourd'hui. Nous également. Donc, voilà, nous, effectivement, des entreprises comme la nôtre, on communique beaucoup via les réseaux sociaux, via LinkedIn ou même parfois Facebook. On est également sur des sites comme Indeed, comme Welcome to the Jungle, par exemple, sur ces postes de diagnosticiens, de chargés d'études en audit énergétique, par exemple. Donc, voilà, on utilise ces médias. Ensuite, on fait pas mal de communication, ou des entreprises comme les nôtres, à la radio ou sur des chaînes d'infos BFM ou autres, quand ils parlent de recrutement. Et donc là, on arrive avec notre liste d'offres d'emploi pour pouvoir diffuser au plus grand nombre les postes et les profils que l'on recherche. Mais oui, je vous enverrai la liste des entreprises partenaires qui aujourd'hui sont en tension sur certains métiers.
Ça marche. Alors, il est 13h45, on est censé finir maintenant ce webinaire, mais j'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Donc, si Franck et Claire, vous voulez bien rester avec nous 3 ou 4 minutes de Bien plus, sûr. il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans le chat. Il y a par exemple Didier, c'est pas le même que tout à l'heure, c'est un autre, mais c'est Didier quand même, qui nous demande, y a-t-il des exigences hors cœur de métier? Par exemple, nous accompagnons un monsieur qui s'est formé comme plombier et électricien, mais qui n'a pas de permis de conduire et qui ne trouve pas d'offre sans permis. Au-delà de cet exemple-là, est-ce qu'il y a d'autres compétences? On parlait par exemple d'avoir un bon contact, Claire. Est-ce que vous voyez d'autres? Ah bah, le contact, c'est pour tous d'ailleurs, je dirais. Parce que quand on arrive chez les gens, quelle que soit leur situation, c'est vrai que, et notamment, je pense, Franck en a parlé tout à l'heure, en situation de précarité, c'est vrai que ouvrir la porte de son habitat et laisser rentrer quelqu'un, eh ben, il faut avoir ce côté liant et bien comprendre qu'en dehors au-delà de la rénovation énergétique, il y a d'autres problèmes aussi. Donc voilà, donc il faut des gens qui effectivement sont à l'écoute et qui sont capables d'échanger et de voilà, d'avoir un très bon contact. Après, il y a effectivement le côté de travail en équipe, parce que quand on est sur un chantier, ben, on travaille déjà avec sa propre équipe et avec d'autres équipes. Donc, il y a cette capacité à travailler en équipe, qui est, à mon avis, très importante. Et qui ça s'acquiert, voilà, c'est soit naturel, soit qui s'acquiert avec l'expérience. Mais je pense à ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Je renvoie un peu la balle aussi à Franck. Je réfléchis. Je pense vraiment que un métier aujourd'hui autour de la rénovation énergétique, on ne peut pas le concevoir comme chacun tout seul dans son coin Ouais. qui opère une tâche. Chacun a besoin en fait de s'interconnecter, et c'est ça la richesse en fait de ce métier qui est en pleine évolution, c'est que ça s'interconnecte avec à la fois des gens qui sont sur l'accompagnement social, avec des élus, avec des financeurs, comme avec d'autres activités en fait du bâtiment. Et en même temps, c'est ça qui est, j'allais dire, nourrissant et intéressant, c'est que chacun n'est pas cloisonné dans son petit coin et peut s'enrichir de compétences d'autres Oui. structures. Ok, ouais, super. Je pense qu'on voit bien qu'il y a toute cette dimension compétences dures et puis ce qu'on appelle les Humaine. soft skills qui sont au moins aussi, voilà, compétences humaines qui sont au moins aussi importantes. On a encore beaucoup de questions, je ne vais malheureusement pas pouvoir les prendre toutes. On pose par exemple la question de savoir comment Pôle emploi accompagne vers ces métiers-là. Il se trouve que cette semaine, c'est la semaine des métiers du bâtiment, donc il y a un certain nombre d'événements qui sont organisés. On peut retrouver les infos sur le site de Pôle emploi, bien sûr. Je le redis, on va mettre en ligne un petit document avec les différentes entreprises, les différentes pistes dont on parle. Il y en a déjà certains, je vois, qui sont allés les chercher d'eux-mêmes sur Internet et qui les mettent dans le chat. Merci beaucoup à ceux qui le font. Peut-être si vous avez un dernier mot pour nous redire la diversité de ces métiers et l'actualité de ces métiers, Franck, Claire, et ce sera le mot de la fin. On dépasse déjà notre temps allègrement. Ouais, vas-y, Claire. Non, nous les profils aujourd'hui qu'on recherche ou qu'on sait qui sont recherchés, c'est ces fameux visiteurs techniques avec des profils à la fois techniques et commerciaux, donc pour aller sur le terrain et échanger et voir quel type de travaux il faut faire. Donc, visiteurs techniques, conseillers en économie d'énergie, conseillers énergétiques, ce sont ces nouveaux métiers sur lesquels aujourd'hui on voit vraiment une demande. Et puis tous ces métiers autour du diagnostic et de l'audit énergétique. Il y a un autre métier qu'on n'a pas trop évoqué, mais qui est aussi le contrôle, parce que lorsque les bureaux de contrôle aujourd'hui doivent passer après des travaux de rénovation énergétique pour valider les travaux, là également, il y a un manque au sein de ces bureaux de contrôle. Ouais, moi, j'ajouterais vraiment aussi ce qu'on voit arriver, hein, c'est la coordination. Donc, la maîtrise d'œuvre, la coordination entre les acteurs, entre des élus, des financeurs, en fait, des opérationnels, entre même les associations caritatives. On voit bien qu'autour de la complexité, il y aura de plus en plus besoin de gens qui sont en veille aussi institutionnelle
pour pouvoir en fait redonner de l'information et articuler chacun des grands acteurs, je le redis, réseaux associatifs, collectivités et entreprises. Et là-dessus, en fait, il faut être un peu polyglotte, comme je dis. Et c'est probablement en fait des métiers qui vont largement s'élargir. On a un formidable rapport Sichel qui met l'accent sur l'accompagnement, le diagnostic et l'accompagnement technique. Donc, il faut y croire. Super, merci beaucoup. Je vous relais les remerciements de Didier, René, Florent. On a beaucoup de personnes. Voilà, Jean-Marc, Evelyne dans le chat. Merci à vous tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci Claire, merci Franck, merci beaucoup pour nous avoir montré la variété de ce qu'est le secteur de la rénovation énergétique. Je leur dis à ceux qui nous regardent et qui sont encore là, puisque nos 40 participants, il y en a déjà une partie qui se sont enfuis, on fera un petit résumé avec, bien entendu, la liste des différentes entreprises dont on a pu parler. Oui. Vous aurez également un petit questionnaire de satisfaction quand vous fermerez ce webinaire. Merci de prendre 2 minutes pour y répondre. Que dire de plus? Claire, Franck, merci encore d'avoir pris le temps. Bonne continuation dans les beaux métiers qui sont les vôtres et à très bientôt pour poursuivre ces échanges. Merci à vous tous. Merci, très bonne journée. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.